Ahora, Días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous commençons ce deuxième cycle de conversation, initiative franco-chilienne de hautes études de l'ambassade de France et de l'Université du Chili. Je salue premièrement M. Christian Estrade, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et directeur de l'Institut français au Chili. Le professeur Alejandro Jofre, recteur, doyen de l'Université du Chili, le docteur Andrea Slachewski, conférencière aujourd'hui de la faculté de médecine, et le professeur David Le Breton, invité de l'Université de Strasbourg. Je salue également les membres du conseil universitaire et les membres du comité de direction de l'initiative franco-chilienne, les autorités et le représentant du corps diplomatique ainsi que les membres de l'université de l'ambassade. Y muy particularmente al comité académico de la iniciativa franco-chilena. Amigos y amigas presentes, muchas gracias. Amis présents, merci beaucoup. Tout d'abord, nous allons transmettre une vidéo pour une raison d'urgence parce que le doyen n'a pas pu être présent, donc il va nous accompagner avec une salutation enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Je salue chaleureusement Monsieur l'ambassadeur Roland Dubertrand, Margarita Iglesias et Christian Estrade et tous les participants de ce cycle de conversation qui est pour nous extrêmement important parce qu'il réaffirme la très riche collaboration entre le Chili et la France qui a connu une période fructueuse au cours de ces dernières années et qui, au milieu d'une période difficile pour toute l'humanité telle que la pandémie, je pense qu'elle a son propre rayonnement. Et je veux en remercier tous ceux qui se sont engagés à aborder le thème des incertitudes, comme on dit, de la pandémie, et surtout à un moment avec autant d'incertitudes que nous connaissons à l'heure actuelle au Chili. Il faudrait peut-être souligner que pour une université, l'incertitude fait partie de son travail. L'université vit beaucoup plus des problèmes, de ce que l'on ignore, de ce dont on n'est pas sûr, que de ce que nous pouvons affirmer avec toute certitude. Aussi, en matière d'incertitude, si vous me le permettez, nous sommes en train de payer dans le domaine sociopolitique le prix de certitudes excessives du passé. Et en langage très direct, je dirais que le modèle de la société chilienne est un modèle gravé, très basé sur une certitude presque anthropologique de ce qu'était l'homme, de ce qui le déterminait. Et je pense que les principes sur lesquels elle a été fondée, nous semble aujourd'hui digne d'être remise en cause. En d'autres mots, une apologie excessive de l'individualisme qui frôle presque une apologie de l'égoïsme, ce pourquoi nous avons payé un prix très élevé, je crois, et nous nous en rendons compte justement quand nous devons faire face à un problème qui se présente à un autre niveau, non pas à un niveau des agrégés, mais à un niveau précisément de complexité sociale. Il ne fait aucun doute qu'au cours de cette pandémie, il aurait été fondamental d'avoir un meilleur système de santé dans les régions, des services de soins primaires en région, de se soucier plus de la santé mentale communautaire en général, et bien sûr en matière de sciences sociales. Et nous sommes tous en train de nous rendre compte qu'un modèle qui méconnaît ce niveau au-dessus de l'individu, qu'est le niveau de la société, de la population, avec des leçons aussi importantes que, par exemple, le fait qu'aujourd'hui la vaccination n'est pas une action individuelle, mais une action où nous ne sommes plus une personne qui se fait vacciner, mais une partie de la population qui essaye d'éradiquer une pandémie. Cet ensemble de leçons apprises
et qui fait changer notre regard ou le regarder autrement, prend ici un sens très spécial lorsque nous échangeons ces expériences entre le Chili et la France. Je suis content de voir qu'il y a des sujets tels justement les composantes sociales de la pandémie, le sujet de l'âge qui va être un sujet très important. Nous avons vu la différence draconienne qu'elle fait en fonction de l'âge, ainsi que la compréhension de l'effet différencié de la pandémie sur les personnes en fonction de leur niveau socio-économique ou du type de métier qu'elles exercent. C'est une époque difficile, mais nous voulons croire aussi que c'est une époque d'apprentissage énorme et de renforcement de certaines valeurs éthiques qui sont liées à ce qui est public, à l'importance du public, du domaine public, ce avec quoi l'Université du Chili a toujours été une entité qui s'identifie à ces valeurs du domaine public. Et je voudrais aussi souligner que depuis, justement, tout le 19e siècle, la fin du 18e, l'apport de la France depuis la Révolution française, les concepts d'éducation laïque, les concepts de valeurs républicaines, de l'idée de la République, dans les bases même de fondation de nos institutions scolaires, pédagogiques et surtout universitaires, c'est dans ce domaine d'idées en commun, ces valeurs profondes qui unissent nos sociétés. Et c'est pour cela que je souligne une nouvelle fois le rôle immense joué par cette ambassade de France pour le renforcement des rôles culturels et la très féconde collaboration qui s'est établie. Et cette activité en est un formidable exemple de ce lien entre notre université et la République française. Merci à tous. En este segundo cuento que abordaremos las certezas e incertidumbres de la Nous allons vida. maintenant aborder les évidences et les incertitudes en temps de pandémie avec M. Christian Estrade, conseiller culturel de l'ambassade de France et directeur de l'Institut français au Chili. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'ambassadeur Roland Bertrand, qui a aussi eu un empêchement, saluer le doyen, remercier pour ses paroles, la communauté universitaire et tout le public. Je suis fier d'être avec vous. Et de voir comment l'initiative des hautes études de l'Université du Chili continue d'être le moteur de cette coopération et la coopération scientifique entre le Chili et la France est très importante aussi. Je voudrais souligner, avant de commencer vraiment, dans les paroles du doyen, l'impact de cette pandémie qui nous frappe. Je voudrais souligner aussi le concept d'individualisme et surtout la défense qui fait de ce qui est public, parce que je crois que cela nous unit, la France et l'Université du Chili, en tout cas. L'invitation à cette initiative était d'une façon un peu moins solemne, faire une intervention ouverte ou témoignage. Je voudrais tout d'abord souligner dans cette initiative à laquelle je participe depuis l'université, voir comment la recherche et les propositions qui sont faites depuis le début de la pandémie
sont une espèce de censeurs et comprennent la société et il faut écouter. Et je voudrais justement applaudir que c'est le rôle de l'université sans aucun doute. L'université est un espace de création, de transmission de savoir et de formation en même temps. Je voulais rappeler aussi brièvement que la séquence que nous avions organisée l'année dernière, qui tournait autour des incertitudes, cette année, j'imagine que nous avons un peu progressé, mais nous avons des certitudes et des incertitudes. Et cela nous permet en même temps de réfléchir sur l'étendue et le poids de l'impact de la crise sanitaire sur nos vies professionnelles, nos vies sur l'aspect humain, et voir que les réflexions qui se sont organisées dans ce cycle de conversation que nous allons commencer aujourd'hui, on a inclus l'aspect social, l'aspect communautaire et la coopération. Et le service de coopération de l'ambassade et l'Institut français, qui sont la marque de la présence française au Chili, nous avons pu voir comment la crise sanitaire a frappé toutes les évidences ou certitudes que nous pouvions avoir à tous les niveaux, au niveau académique, professionnel, personnel. Et je voudrais justement réfléchir sur le rapport entre ces évidences et incertitudes de façon et donner un témoignage des thèmes professionnels que nous voyons, la façon d'éduquer, voir comment on n'a peut-être pas trop d'évidence, mais par contre, nous avons des certitudes de ce que nous ne voulons plus et de comment se construit notre société. Et de notre côté, par rapport aux incertitudes qui sont nombreuses à tous les niveaux, peut-être que ce qui a été plus frappant dans la crise sanitaire, c'est de se retrouver face à l'inconnu. Et l'inconnu est beaucoup plus inquiétant que les incertitudes. Même si la pensée scientifique se nourrit d'incertitudes, mais ainsi que des peurs et de l'inconnu. Je voudrais donner quelques exemples sans vouloir piétiner le sujet de la 4e table de ces conversations, parce que nous avons vu dans ces collaborations franco-chiliennes et beaucoup d'entre elles liées à l'Université du Chili, comment les équipes de recherche, quand il s'agit d'une activité culturelle comme les coopérations culturelles, ont réussi à se maintenir en vigueur et continuer à imaginer le futur en créant, lorsqu'il s'agissait de créer et en produisant. Je fais référence à la pensée académique. Nous avons aussi un niveau de résilience qui est assez impressionnant. Et parfois, on pourrait penser plutôt à résistance plutôt que résilience. Parce que aussi bien en France qu'au Chili, même si les contextes sont très différents,
En France, l'éducation a été interrompue brièvement, mais les enseignants, poussés par leur vocation souvent, ont dû réinventer comment continuer à transmettre leur savoir, surtout avec les plus petits, et travailler à travers des plateformes, garder les liens, accompagner les enfants dans leurs apprentissages et perdre la présence et le contact. Et par rapport à l'éducation, je crois qu'aussi bien en France qu'au Chili, la pandémie a permis de réapprécier l'importance de l'éducation, mais pas seulement, mais de l'éducateur et la vision des familles vis-à-vis de l'enseignant a changé également. Je pense qu'à l'avenir, sa perception va changer. Et pendant cette pandémie, il est notoire de voir comment le corps enseignant et les familles ont dû trouver des terrains de dialogue importants. Et ils ont lutté pour revenir au système présentiel, en tout cas ici au Chili. Et dans d'autres domaines que nous voyons comme en tant que centre de diffusion et coopération culturelle entre la France et le Chili, nous avons essayé de nous réinventer, surtout en explorant ce qui nous unissait, ce que nous avons, et en donnant la parole aux plus jeunes, aux acteurs de ce qui se passe au Chili, qui est fascinant et très important pour nous, étant donné que c'est un pays qui veut réécrire sa constitution. Et c'est un fait historique qui intéresse beaucoup la France, les Français, de suivre de près ce qui se passe ici et les dialogues qui naissent et qui vont apparaître dans cette nouvelle assemblée constituante qui a été élue. Les communautés ne pouvaient plus, à cause de ces barrières sanitaires, ne pouvaient plus se réunir. Donc, nous avons décidé de faire un cycle, comme ce cycle de conférences, mais un cycle d'activités, de dessins, d'illustrations, et de donner la plume à des jeunes dessinateurs ou écrivains qui s'appelle La Constitution entre lignes. Et toutes les semaines, ils nous remettent leur travail et ils nous racontent le processus constituant et les thèmes qui les inquiètent et qui sont au centre des débats de la société chilienne. C'est un exemple de comment la culture et l'éducation et comment la collaboration entre la France et le Chili a pu continuer de fonctionner avec toute l'équipe. Et bien sûr, c'est très intéressant de savoir ce qui se passe dans la société chilienne. Et aussi au niveau de la coopération, c'était étonnant de voir les équipes dans cette initiative chilienne de hautes études ont toujours continué à inventer des formats et nous donnent la possibilité d'avancer dans ces pensées, la recherche et comment ont surgi de nouveaux modes d'échange de données pour que les projets ne cessent pas parce que la pandémie n'est pas capable d'arrêter la pensée et la collaboration entre les différents pays. Je voudrais une fois de plus remercier toute l'équipe pour cette initiative. Je participe dans les réunions à moitié, mais mon équipe est toujours présente et je voulais vous remercier d'avoir construit ce cycle
le concept a été bien conçu de façon à impliquer tous les domaines parce que le mot, la santé est le mot d'ordre et c'est une discipline et de voir comment ces 4 séquences ont été construites autour des évidences et des incertitudes. Merci, Margarita, de m'avoir invité à cette activité et je voulais saluer évidemment Andreas Lachewski, qui est l'ami de la coopération franco-chilienne, et David Le Breton, que vous allez entendre dans cette première table de ce cycle. Merci beaucoup, Margarita. Merci beaucoup, Christian. Et avant de passer à la première présentation, je vous rappelle que nous sommes à un moment historique, mais également en France aussi, en cette deuxième année de pandémie. La deuxième table, justement, qui sera le 24 juin, nous allons parler de la vie quotidienne en pandémie à partir de 2 recherches conjointes très intéressantes en France et au Chili simultanément. La troisième parle des territoires et de la mobilité dans les pandémies. Et la dernière table ronde parlera de la pensée de la coopération internationale le 8 juillet. Et avec ça, nous allons fermer ce cycle et donner lieu à d'autres activités dont vous nous tiendrons informés, activités de cette initiative qui existe déjà depuis 2 ans. Maintenant, je vais donner la parole à Alvaro Peña, directeur de recherche de la faculté de recherche agronomique. Et c'est lui qui va diriger, piloter notre table ronde d'aujourd'hui sur les âges et la santé mentale en pandémie. Alvaro, vous avez la parole. Merci beaucoup, Margarita. Bonjour à tous et à toutes. Et bon après-midi à ceux qui nous accompagnent depuis la France. Nous allons initier cette table ronde sur les âges et la santé mentale en pandémie. C'est une période difficile du point de vue sanitaire, mais également une période de silence dans nos villes. Et nous entendons à nouveau les oiseaux, le vent. Nous revoyons nos animaux domestiques s'approprier des espaces comme à Valparaiso. Et même nous avons vu des pumas dans des villes comme Santiago, des pumas qui profitent de ce silence. Pendant cette pandémie, nous sommes passés par différentes étapes. Euh, le COVID-19, au début, on aurait dit que le virus ne touchait que les personnes âgées. Nous avons donc enfermé ces personnes âgées. On aurait dit que les jeunes ne pouvaient être que porteurs du virus, mais qu'ils n'étaient pas touchés par la pandémie. Maintenant, nous voyons que la réalité est complètement différente. Il y a des comorbilités, comaladies et par exemple, l'obésité qui touche particulièrement le Chili. 60% de la population chilienne est en surpoids et c'est donc l'une des causes de l'augmentation des jeunes hospitalisés dans les unités de soins intensifs en raison de la COVID-19. Il est certain que bon nombre d'aspects de notre vie ont été changés dans notre vie à cause de la pandémie. La possibilité de nous communiquer et dans ce sens, les technologies ont joué un rôle double et il est étonnant de voir que la société recherchait des fonds pour acheter des téléphones pour les personnes âgées afin qu'elles puissent être accompagnées par leur chair. Et les technologies nous ont également montré que dans les universités, quand nous donnions cours, les jeunes refusaient de participer et d'allumer leur caméra. Et donc, nous ne pouvions pas les voir leur visage, voir leur réaction et voir comment ils percevaient et comment ils se percevaient en tant que groupe. Et donc, ils ne nous laissaient pas les voir. Les générations ont eu
un traitement de la part de la société est différent, inégal. Cette pandémie l'a mise en évidence. Et c'est de ces sujets et d'autres problématiques que nos expositeurs vont nous parler aujourd'hui, ce matin, au cours de cet échange. Les deux expositeurs ont déjà été présentés, mais je vais présenter David Le Breton, notre premier conférencier ce matin. Il est professeur de sociologie et d'anthropologie et membre de Dynamiques européennes de l'Université de Strasbourg. Il est membre de l'Institut universitaire de France. Il fait également partie du laboratoire URA-CNRS, Culture et Société en Europe, et ses recherches portent sur les représentations du corps humain et à l'analyse des comportements à risque. En outre, il a travaillé et écrit sur la douleur, sur le silence. Il a écrit une trentaine de livres, dont le Anthropologie et corps de la modernité, à Presse universitaire de France en 1990, Anthropologie du corps et modernité. Ces livres ont fait l'objet de plus de 80 traductions dans une douzaine de langues. David Le Breton a également co-dirigé le dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse aux Presses universitaires de France. Au Chili, il a publié Corps sensible à Metal Espesados 2005 et L'âge solitaire, adolescence et souffrance de l'homme, année 2012. Il a également publié Anthropologie de la douleur, Metal Espesados 2020. Il a aussi reçu une reconnaissance docteur honoris causa de l'École nationale des études politiques et administratives à Bucarest, en Roumanie, en 2009, et aussi du Centre d'études latino-américaines sur l'enseignement inclusif, le CELEI, au Chili, en 2020. En 1969, il a connu une expérience et depuis, il recommande la randonnée qu'il pratique dans sa ville, dans le massif des Vosges, près de Strasbourg. Et la randonnée est un sujet qu'il aborde dans 3 de ses livres. Le dernier s'appelle Marcher la vie de 2020, où, entre autres, il aborde la sensorialité et la contemplation du monde qui est possible pendant la randonnée, en donnant une valeur aux choses qui n'ont pas de prix et que nous apprécions maintenant à leur juste valeur pendant le confinement. Avec François Limonet, il a discuté de l'Homo Ludens. Il a parlé de son adolescence comme sportif enthousiaste qui pratiquait la course à pied, la marathon. Et pendant l'adolescence, il commence à s'intéresser à l'énigme de notre corporalité, notre présence physique dans la vie. Et c'est de cette étape de la vie, l'adolescence, dont il va nous parler ce matin pendant sa présentation Adolescence et pandémie. David Le Breton, vous avez la parole. Merci infiniment, Alvaro. D'abord, je voudrais remercier les autorités de l'Université du Chili, les autorités diplomatiques et culturelles de l'ambassade de France, et notamment Christian Estrade. Merci infiniment également Margarita, merci Camilla, merci Claudia, Mariella, Andrea, et merci à nouveau Alvaro. Je vais peut-être moins me situer sur l'adolescence que inscrire l'adolescence à l'intérieur d'un ensemble plus vaste, en parlant notamment des transformations qui ont affecté le statut du corps dans nos sociétés contemporaines. La crise sanitaire fait du corps le lieu de la vulnérabilité, là où guettent la maladie et la mort pour s'engouffrer dans la moindre brèche. L'isolement et les mesures de protection, comme la distance physique, le masque, lui confèrent un statut de dangerosité. Le corps incarne une menace, même celui de nos proches, susceptible d'être porteur asymptomatique du virus. Il contamine aussi les objets avec lesquels il entre en contact. Une relation puritaine au corps s'impose dans la nécessité de contrôler ces relations, ces contacts, à travers les si justement nommés gestes barrières, ce que nous avons nommé ainsi en France. Le corps est transformé en citadelle assiégée et il faut surveiller ses frontières, les colmater, les barricader.
La phobie du contact, pointée autrefois par l'écrivain autrichien Elias Canetti, ou encore ce que je nomme l'effacement ritualisé du corps dans nos sociétés, se radicalise encore. Les poignées de main, les accolades, les bises sont désormais déconseillées et tout contact avec les objets exige le recours au gel hydroalcoolique pour se purifier des germes nocifs. Aucune défense n'est possible contre le Covid-19, sinon l'empêcher de passer à travers des mesures draconiennes de protection. Même le visage est une zone de vulnérabilité par la respiration et les innombrables contacts que chacun opère à sa surface au fil du jour. Nos échanges quotidiens sont mis à mal par le port nécessaire du masque qui rend les visages anonymes et défigure le lien social. Derrière les masques, nous perdons notre singularité, mais aussi une part de l'agrément de regarder les autres autour de nous. Dans nos sociétés contemporaines, en effet, le visage est le lieu de la reconnaissance mutuelle. À travers sa nudité, nous sommes reconnus, nous sommes nommés, nous sommes jugés, nous sommes assignés à un sexe, à un âge, une éventuelle couleur de peau, nous sommes aimés, méprisés ou anonymes, noyés dans l'indifférence de la foule. Entrer dans la connaissance d'autrui implique de lui donner à voir un visage nourri de sens et de valeurs et faire en écho de son propre visage un lieu égal de signification et d'intérêt. La réciprocité des échanges au sein du lien social implique l'identification et la reconnaissance mutuelle. Cette banalisation du masque, qui induit un anonymat généralisé, marque donc une rupture anthropologique. Il ne laisse apparaître que le front et les yeux. Il défigure l'individu car le visage est une gestalt, une totalité. S'il manque le nez, les lèvres, les joues, il n'en reste finalement qu'un fantôme. La personne n'est plus reconnaissable. En outre, il est malaisé de suivre sur ses traits la résonance de l'échange. Les mimiques, qui sollicitent la totalité du visage, traduisent l'écho de nos paroles. Elles sont régulatrices de l'échange. Elles autorisent un ajustement mutuel. Le front et les yeux ne disposent pas d'une telle marge de manœuvre, et même le sourire ne s'y discerne plus. Les acteurs de l'interaction cherchent dans les postures et les gestes, et surtout la voix, les indices de l'engagement de l'autre, mais avec une polysémie accrue, et donc le risque du malentendu. Plus que jamais, le corps fait frontière, mais nous sommes dans une situation sans issue. Ce sont des contraintes terribles qui amenuisent le goût du vivre, mais elles sont les seules parades contre la contagion et donc la propagation de la pandémie. C'est le prix à payer pour un retour prochain aux situations familières. Au regard de la virulence de la maladie, quand elle frappe, de ses symptômes, ces mesures de contention des corps sont un moindre mal. Ces mesures de prévention sont d'ailleurs planétaires. En ce sens, elles ne visent pas particulièrement des populations plutôt qu'une autre. C'est l'humanité qui est ici touchée et qui s'efforce de résister à une puissance destructrice anonyme. Le risque de contagion fait proliférer l'hygiène. La bactériologie prend le pas sur la sociologie ou la politique, sans les annuler tout à fait, mais en les subordonnant à son principe. Le confinement, les gestes barrières ou le masque visent à une purification du lien social par la rupture des chaînes de contagion. Ils dressent un clivage entre deux mondes répulsifs l'un à l'autre. Le pur demeure sous l'égide du propre, au double sens du terme, ce qui n'est pas souillé notamment par le Covid, mais aussi ce qui n'appartient qu'à soi et n'est pas contaminé par l'altérité. L'impur est le règne de la menace dont il faut se garder. Toutes les mesures de prévention visent à ruser avec le virus, à ritualiser le désordre qu'il crée au sein du lien social. Le mot contagion est d'ailleurs issu du latin contagio, du verbe tangere, toucher.
Désormais, hormis pour les plus proches, ce sont des rituels d'évitement qui sont mis en œuvre dans la vie sociale, des rituels d'évitement poussés à leur comble. On ne sait plus sur quel pied danser dans les relations avec les autres. Le lien social entre dans une zone de turbulence. Dans une zone de turbulence, une interminable phase d'entre-deux dont manquent les modes d'emploi. Période à apprivoiser afin de ménager de nouvelles ritualités de vie quotidienne ou d'interaction avec les autres, puisque les gestes d'accueil et de congé sont anéantis par des impératifs hygiéniques. Les anciens codes ne fonctionnent plus et nous sommes encore dans l'incertitude de ceux qui viendront. L'économie est balayée et elle ne retrouvera pas avant longtemps son ancien étiage. Aux menaces sur la santé suivent les menaces sur les emplois, et qui va toucher sans doute particulièrement les jeunes générations, mais aussi menaces sur le paysage des boutiques ou des entreprises dans le voisinage desquelles nous vivions. De manière générale, les mondes contemporains avancent en aveugle vers un futur qui échappe à toute prévision, mais dont on mesure déjà les dangers qu'il recèle en termes de choc en retour des technologies sur la qualité de vie, sur la dérégulation du climat, la pollution, etc. La moitié de la planète a connu le confinement, des gouvernements méprisant le Covid-19 et freinant les mesures de protection, comme Trump ou Bolsonaro au Brésil, ont plongé leur pays dans la tragédie. La crise sanitaire rappelle l'étroite interdépendance de nos sociétés, l'impossibilité de fermer les frontières, ni même d'ailleurs les frontières biologiques entre les composantes des innombrables mondes vivants, entre l'animal et l'humain, ou avec l'environnement dans son ensemble. Tout est relié. Tout est relié, nous sommes immergés dans la matière vivante du monde sans que des frontières délimitent vraiment l'humanité des règnes animal et végétal, par exemple. Le cosmos est en nous, comme nous sommes dans le cosmos. Le surgissement du coronavirus est un nouveau tour d'écrou à un enchevêtrement des mondes dans un même monde de plus en plus étroit, dont l'architecture ne cesse de se fragiliser. Un paradoxe d'ailleurs, c'est qu'en réduisant la circulation automobile et aérienne, en arrêtant d'innombrables activités polluantes, le virus a procuré une sorte de respiration écologique pour la planète, et notamment pour le règne animal, et Alvaro y a fait référence il y a quelques instants en évoquant la présence de pumas dans les rues de Santiago, par exemple, mais le phénomène était vraiment universel. Chaque pays a vu arriver, chaque ville a vu arriver des animaux que nous n'avions absolument pas l'habitude de voir dans nos rues ou même même dans les petites villes. La diminution du trafic automobile a sauvé paradoxalement des millions de personnes anonymes qui auraient été victimes d'accidents mortels ou encore des conséquences de la pollution. Tel est le paradoxe incroyable de nos sociétés postmodernes. La crise sanitaire est un exemple de coïncidence des opposés. Le pire nous appelle à la lucidité sur le monde à venir et il nous donne un enseignement imparable. C'est une épreuve tragique qui exige des solutions pour un monde plus solidaire et plus heureux. Après des années d'indifférence royale à l'encontre des revendications sociales des plus déshérités, nombre de gouvernements, étiquetés plutôt à droite, ont été amenés à développer une politique de soutien envers les populations les plus fragiles, envers les entreprises, même si énormément, bien entendu, reste à faire. Cette pandémie nous rappelle la nécessité anthropologique du partage, de la réduction des inégalités sociales et des politiques de protection de la planète. Nous sommes interdépendants pour le meilleur et pour le pire. Certains vivent cette période de crise sanitaire. Certains vivent cette période de crise sanitaire comme un temps d'emprisonnement, d'étouffement, d'attente sublime de la réouverture sans restriction de l'espace public. Et aussi une période de tension, et aussi évidemment une période de tension du couple.
d'explosion des violences conjugales. Les enfants à travers le monde sont livrés aux maltraitances, aux abus sexuels, sans plus pouvoir sortir de chez eux. Le foyer n'est pas toujours un havre de paix. Dans la... Il suscite parfois l'étouffement mutuel, la multiplicité des conflits, entière pour introduire de la distance ou du sens, comme la vie quotidienne le fait avec évidence, le plus souvent en révélateur chimique qui accélère les failles relationnelles, la pandémie aiguise les tensions, sans possibilité de s'éloigner pour se reprendre. Taper balle pour cesser de ruminer son mal de vivre ou un conflit avec les parents. Il est malaisé de sublimer cette adversité dans ce contexte où il est nécessaire de se supporter dans les deux sens du mot. Se protéger mutuellement, se supporter, parce que on a du mal à vivre, à coexister avec les autres. Vivre la journée entière les uns sur les autres était aussi source de tension, aggravée par l'éventuel manque d'espace dans les appartements. Il ne s'agit plus du bonheur de se retrouver après le travail ou lors d'un congé. Dans ce contexte de crise sanitaire, la vie commune est une imposition. Elle n'est pas choisie. De surcroît, il est difficile de sortir pour reprendre sa respiration au regard des restrictions de déplacement. Loin du plein vent du monde, l'ennui guette. Et particulièrement chez les jeunes générations. Beaucoup leurs soucis, s'inquiètent pour leur avenir, pour leurs proches. S'interrogent avec anxiété pour les semaines à venir, le monde d'après. Ce qui rend le foyer vivant, ce va-et-vient de ses membres entre l'intérieur et l'extérieur, autorise chacun à disposer de lieux, de moments où se retrouver, sans être toujours dans la proximité. Cette assignation à résidence est malaisée pour les enfants. Touche à tout, désireux de courir, de jouer, de s'approprier les espaces. Apprendre à un enfant à se tenir toujours à distance des autres, à ne pas toucher, à se laver plusieurs fois les mains dans la journée, lui enseigne la suspicion envers l'autre. La confiance dans le monde est mise à mal. Ce sont des enfants qui intègrent précocement une vision pure de leur corps. Les difficultés n'étaient pas moins grandes pour les adolescents, soudain prisonniers du regard de leurs parents. Toujours à portée de voix, dans l'impossibilité de s'affranchir de leur contrôle. Hors de rares moments où ils pouvaient sortir de cet enfermement. Certains livrés à eux-mêmes dans l'indifférence des parents ou de leur incapacité à intervenir, ont disparu véritablement dans leur passion des jeux vidéo, par exemple. Pour eux, le confinement était un paradis. Un temps où disparaître de soi dans une passion de l'action, mais aussi un refus des circonstances, un refus de l'intériorité. D'autres se sont immergés dans des échanges interminables. Cette immersion était une manière d'échapper à cette sorte de dévoration. Les passages vers les amis à distance.
pour se rappeler qu'une autre vie existait ailleurs. De l'attention pleine d'amour sans doute, mais insupportable. Entendu, des parents, mais aussi des adolescents, ont trouvé leur compte dans cet abandon de la vie des proches. Intolérable. En isolant et en faisant flamber l'angoisse, la crise sanitaire et les craintes de la contagion ont accentué bien des souffrances. Ils en ont créé d'autres, alimenté des fantasmes. La crise sanitaire a donné corps à la peur que certains hébergeaient en eux. Le fait de voir ses amis au dehors et de se joindre à des activités avec eux, le fait de se rendre à l'école et d'assister aux cours sont bien entendu des moments de respiration et parfois hors des tensions familiales. Mais nos jeunes en ont été privés de ces échappées hors du cercle familial. Le confinement est venu parasiter aussi les accommodations antérieures, le processus d'autonomisation que le jeune mettait. La quête de sens a connu d'autres orientations. À cet âge de la vie, les journées sont scandées surtout par les cours, les activités culturelles ou sportives, les sorties avec les amis. Et soudain, il faut faire un monde à soi tout seul, dans la proximité des parents, à une époque où l'on s'efforce justement de voler de ses propres ailes en se démarquant de leur présence. Les amis, surtout, incarnent une bouffée d'oxygène pour échapper au sentiment d'étouffement, vécu quelquefois avec les parents. Le confinement, notamment, entravait radicalement les moments nécessaires de séparation à cette période de l'existence où la soif d'indépendance le dispute à l'attachement. Hiérarchiser la souffrance a quelque chose d'obscène. Chaque génération a été mise à mal. Les jeunes souffrent de la pandémie et vont continuer à en souffrir du fait de ses conséquences économiques et sociales, car ils occupent souvent des emplois précaires et sont touchés de plein fouet par les licenciements et les restrictions d'emploi. Beaucoup peinent à se projeter dans le temps pour entamer ou poursuivre des études. Ils s'interrogent avec angoisse sur les menaces économiques, sociales, politiques, écologiques qui affectent la planète. Où seront-ils dans 10 ans, dans 20 ans, si le monde ne modifie pas sa course folle? Particulièrement pour les jeunes générations, tendues plutôt sur l'immédiat, renoncer à des plaisirs élémentaires pour un bénéfice hypothétique n'est pas nécessairement enviable à ce prix. Et là, je vais aborder la question des transgressions adolescentes. Dans l'existence réelle, l'affectivité est toujours première et subordonne une rationalité toujours modulée, reformulée selon les circonstances. Le présent, seul et réel. L'immédiat, la seule durée possible. Parfois, la nuance d'un je sais bien, mais quand même, coupe court à tout autre argument. Averti du danger, le jeune persiste dans sa conduite à cause du plaisir qu'il y prend et de son enracinement dans son identité, également par son refus qu'on lui dicte ses faits et gestes, ou parce qu'il considère que les autres ne sont pas lui, et qu'en ce qui le concerne, il ne craint rien. Cela n'arrive qu'aux autres. Ce sentiment d'avoir l'étoffe des héros est évidemment d'une grande banalité chez les adolescents. Dans la vie courante, la connaissance des risques peut être aussi une incitation au pire par goût de la transgression, jouissance redoublée par le fait de jouer son existence,
de se moquer des conseils et de l'effroi des autres. Aucune irrationalité ne préside à ces comportements, mais des logiques d'action cohérentes avec l'histoire de vie d'un jeune, même si cette rationalité, même si ces logiques d'action sont aussi tramées dans l'ambivalence. Le refoulement collectif de la mort et de la précarité, l'illusion de toute puissance face à la maladie, redouble la valeur du risque dès lors qu'il est choisi, en toute connaissance de cause, comme un espace de souveraineté. Ainsi, malgré les préconisations pour juguler un rebond possible de la contagion par le coronavirus, des fêtes s'organisent dans le mépris de toute précaution sanitaire, sans masque, sans respect des gestes barrières, les corps se rapprochent et se mêlent. Mais bien entendu, l'existence ne se réduit pas à la recherche du profit ou de la santé. Beaucoup d'entre nous, nous aimons jouir des circonstances sans regarder le prix à payer et parfois aussi, bien entendu, sans souci des autres à son entour. La liberté de profiter de la vie, entre guillemets, comme certains l'affirment, est parallèlement une liberté de propager le virus. Le « on ne risque rien » proféré par un certain nombre de jeunes adultes ou d'adolescents, le « on ne risque rien » est une phrase terrible, une manière de dire « après moi, le déluge ». Ils risquent statistiquement moins que leurs aînés, mais ils sont souvent les porteurs asymptomatiques du virus qu'ils diffusent auprès de leurs proches ou à des anonymes lors de leur parcours dans les villes ou dans leurs immeubles. Ces gestes festifs, démonstratifs, de contact physique, sans masque, ces danses, sans respect des gestes barrières, traduisent aussi une manière de se sentir au-delà des exigences collectives et soulèvent donc des questions éthiques majeures. La fête est un temps opposé à celui de la vie ordinaire. Elle relève d'une autre logique que celle du quotidien. Elle est un temps d'exception et en ce sens d'ailleurs, elle ne peut durer. Elle impose un retour à la norme. Mais pour un moment, on vit au-dessus de ses moyens, on cède à un vertige en mesurant moins ses comportements. Échapper belle hors des routines qui pèsent sur la vie personnelle ou professionnelle, ce sont des moments de relâchement, une revanche des corps sur leur effacement habituel. On y danse, on y boit, on s'y drogue, on y fait des rencontres amoureuses, etc. Les bornes du licite sont repoussées plus loin, comme si l'ambiance commune devenait soudain celle d'un immense vestiaire où paroles et gestes se libèrent sans crainte de retomber ultérieure. Moment paradoxal de respiration où les contraintes sont suspendues, où d'innombrables possibles sont à portée de la main, sans réprobation collective puisqu'on est dans un entre-soi, sans atteinte non plus au sentiment de soi. La fête est donc, dans ce contexte de crise sanitaire, une parenthèse enchantée. Tout ce qui est réprimé dans l'ordinaire de la vie, et particulièrement du fait de la pandémie, ressurgit avec force. J'ai évoqué l'alcool, la drogue, mais surtout la jouissance redoublée d'un contact physique prohibé dans la danse, les embrassades, les rencontres amoureuses, etc. Recherche éperdue de dépenses physiques après une longue période d'épargne, manière de se perdre après avoir dû longtemps se garder, quête de vertige après la nécessité d'un contrôle qui dure encore, érotisation du rapport au monde après cette période que j'ai traduit comme une forme de puritanisme nécessaire, même si ces rassemblements festifs, sans souci de protection, sont parfois des clusters de contagion, en puissance en tous les cas. Paradoxalement, d'ailleurs, quand on fait des interviews avec eux,
Paradoxalement, ces fêtards ne sont pas opposés aux mesures sanitaires, ils disent les respecter, mais réclament, de façon très ambiguë et très paradoxale, réclament le droit de les suspendre de temps en temps. Ambivalents, ils savent, mais pendant le temps de la fête, ils ne veulent plus savoir. Le risque donc est ici investi de l'attirance guettant tout interdit. Il appelle la transgression. Malgré une conscience relative du danger qu'il court ou fait courir aux autres, le fêtard fait peu de cas du civisme demandé par les autorités sanitaires et politiques. Puisque la mort ne se partage plus, qu'elle n'est plus au cœur du lien social comme une évidence commune, elle revient, mais elle revient comme puissance de sollicitation symbolique. Ceux qui jouent avec leur existence, en s'exposant à des contacts virtuellement délétères, remettent la mort au corps de l'échange, même s'ils le font, même s'ils le font à titre personnel. Ils l'érigent à nouveau en partenaire, certes, sans souci d'une responsabilité envers les autres. On peut d'ailleurs observer que dans leur immense majorité, ces fêtards n'ont pas d'enfants et n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Le jeu avec les interdits, à travers notamment ces fêtes clandestines, alimente une fabrication de sacrés intimes. Il implique un arrachement à soi et à l'ordinaire, l'accès à une autre dimension de l'existence. La volonté n'est nullement de s'établir dans la transgression ou d'abolir les limites, mais plutôt Hablando de que los jóvenes, aunque dicen que respetan las normas y todo, igual se de juntan, les necesitan. interroger, de jouer avec elles et de sentir ainsi l'existence battre en soi, comme une preuve irréfutable de présence au monde. La transgression est toujours source de puissance. Elle expose certes au danger, mais en mettant l'individu hors des lois communes, elle procure un pouvoir et une intensité d'être. Elle est un pacte avec la menace pour se sentir exister dans la plénitude. De manière saisissante, on retrouve ce vertige de la transgression dès les premiers récits sur les épidémies de peste qui ravageaient par exemple autrefois des villes entières sous des formes qui paraissent aujourd'hui impensables, avec des cadavres en putréfaction qui jonchaient toutes les rues. La fête, l'érotisme, le rire, la passion de l'instant sans penser au lendemain sont déjà décrits il y a 2500 ans par Thucydide à Athènes, dans l'une des premières épidémies de peste. D'autres auteurs plus, j'ose pas dire contemporains, mais des auteurs du Moyen-Âge, par exemple, comme Boccace, dans le Décaméron, se font également les témoins de ces périodes de licence, d'érotisme qui gagnent les populations. On retrouve les mêmes observations chez Machiavel dans son dernier texte, le texte qu'il écrira avant de mourir, et dans un texte également, un grand livre, celui de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, le texte de Daniel Defoe sur la peste à Londres au XVIe siècle, qui décrit également d'innombrables scènes de liesse collective, de fêtes, d'érotisation, etc., etc. Camus, d'ailleurs, lui-même en parle. Dans La Peste, il y a des scènes très, très célèbres où des hommes et des femmes se rencontrent pour vivre ces moments de transgression qui sont évidemment interdites absolument par les autorités. Donc là où règne la mort aléatoire, l'érotisme rôde. Certes, la peste ou le choléra ne sont pas le Covid-19, mais le contexte de menaces et d'interdits alimente malgré tout la transgression et le rapprochement des corps, les rebuffades envers les autorités sanitaires. Je vais terminer mon propos rapidement, en quelques minutes, mais pour dire en quoi peut-être nous avons pu apprendre quelque chose à travers cette crise sanitaire. La crise sanitaire, évidemment, nous pose à chacun maintes questions. Elle force chacun à devenir anthropologue de soi. De quoi sommes-nous le plus privés? Qu'est-ce qui fait finalement le prix de nos vies? La valeur de nos conversations ou de la marche, du contact avec les autres?
La crise sanitaire est venue briser une certaine insouciance de l'écoulement des jours en rappelant avec brutalité la précarité de toute existence. Une certaine banalité enveloppait nombre de nos comportements. Ils retrouvent aujourd'hui leur dimension de sacralité. Prendre un café à une terrasse, aller à un restaurant, rencontrer des amis, aller au théâtre ou au cinéma, ou même simplement le fait de sortir de chez soi à sa guise, de rentrer à son heure, sans rendre de compte à personne. Le fait de se déplacer relevait d'une telle évidence qu'il n'était plus perçu comme un privilège. La crise sanitaire est en ce sens un memento mori, le rappel à une échelle planétaire de notre inachèvement et d'une fragilité que nous ne cessons d'oublier. Elle rétablit une échelle de valeurs occultée par nos routines. Seul à de prix ce qui peut nous être arraché. Le confinement rappelle brutalement dans la nostalgie le prix des choses sans prix. Ces activités anodines du quotidien, effectuées sans y penser, tant elles coulent de source, mais dont la soudaine privation marque la valeur infinie. Le memento mori est donc bien un « n'oublie jamais que tu es vivant ». Profite de chaque instant. Merci infiniment de votre attention. Muchas gracias, David, por tu presentación. Merci David pour ta présentation et ton exposition. David Le Breton, Merci. ce matin, nous a fait marcher sur un territoire qui montre l'interdépendance étroite de nos sociétés où les phénomènes provoqués par la pandémie se répètent dans différentes latitudes et nous montrent comment nous sommes une humanité qui s'oppose, qui résiste à un pouvoir de destruction qui existe et nous rappelle la précarité de notre existence. Dans ce contexte, David nous a rappelé dans sa présentation aussi les conditions environnementales, politiques et sociales de la pandémie. Les gouvernements de droite et de gauche ont dû laisser de côté leurs programmes et donner des aides sociales propres plutôt de politiques de gauche, de gouvernements de gauche, phénomènes auxquels ont dû faire face, par exemple, le président Macron au Chili et ici au Chili. Macron en France et ici au Chili. Un problème avec ce confinement, c'est que on observe une réalité que notre routine nous donne et cela nous permet de rétablir une nouvelle échelle de valeurs qui peut permettre de construire un futur possible, mais les défis impliqués par les nouveaux codes de comportement que la pandémie et la post-pandémie vont nous imposer, comme par exemple la paranoïa sociale et comment notre corps devient une menace. À cela vient s'ajouter l'isolement ou l'enfermement, le confinement imposé par les mesures sanitaires et nous perdons la possibilité de nous reconnaître mutuellement avec les visages couverts et cela implique un problème culturel et anthropologique. Cela ne peut pas nous faire oublier le microcosme humain et nos besoins, mais en même temps, les souffrances dues à la faim, la solitude et les abus envers enfants et femmes, c'est une réalité que nous connaissons très bien au Chili. Dans ce scénario, David a exposé comment les adolescents ont vu leurs espaces d'autonomie affectés. Les adolescents se sont vus attrapés dans le confinement avec leurs parents et cela les a fait souffrir leur contrôle protecteur ou d'autres avec moins de contrôle des parents et se sont isolés dans leurs espaces, dans leurs chambres, évitant le contact comme des vrais
hikikomori, des jeunes qui, au Japon, cherchent l'isolement social, En otras exposiciones, dont pero David a parlé dans d'autres expositions, mais qui se connectent avec le monde par les réseaux sociaux et la technologie. Le risque aussi était, la transgression était aussi le chemin suivi par beaucoup de jeunes. Les fêtes clandestines que nous avons vues en France, en Espagne et tous les week-ends au Chili qui transgressent les normes donnent aux adolescents la liberté de profiter de la vie. Et déjà dans son œuvre Passion du risque, en 1991, David Le Breton nous parlait des conduites de risque qui manifestent un affrontement envers le monde, où ce qui est en jeu, ce n'est pas mourir, mais vivre plus. Un scénario complexe pour une époque de la vie qui marque très important notre comportement en tant qu'adulte. Une nouvelle David no nos fois, podrá merci beaucoup David Le Breton. David ne pourra pas nous accompagner pendant toute la matinée et en particulier, merci beaucoup pour tes derniers mots. N'oublie jamais que tu es vivant. Merci David Le Breton et bonsoir à vous. Au revoir. Pasamos entonces en esta mañana y en esta mesa número 1 Et donc, nous allons passer maintenant ce matin et avec cette table 1, la prochaine présentation sera faite par Andreas Lachewski. Excusez-moi, c'est un nom de famille qui n'est pas facile. Lachewski, merci Andrea, qui est neurologue, docteur en neurosciences pour l'Université Pierre et Marie Curie de France 6 et professeur associé de la faculté de médecine de l'Université du Chili, coordinatrice de la clinique de mémoire et neuropsychiatrie du service de neurologie de l'hôpital El Salvador de l'Université du Chili et directrice alternative du Centre de sciences de santé mentale et métabolisme, membre du directoire du Global Brain Health Institute de l'Université de San Francisco aux États-Unis et du Trinity College en Irlande. Avant de donner la parole à Andrea, nous voudrions présenter des excuses parce que nous avons eu des problèmes de son et de traduction simultanée, mais ces problèmes de la technologie en direct, nous vous présentons nos excuses pour les problèmes et les personnes qui en ont souffert. Andrea va présenter sa conférence Démence, quand le cerveau n'aide pas à vivre la pandémie. Andrea, s'il te plaît. Bonjour, merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici dans cette première table des conversations de l'Institut français. La première différence depuis notre point, moi en tant que médecin, je vais baser ma présentation sur un PowerPoint qui est déjà une différence qui montre la différence des exercices des professions entre la présentation David Le Breton et celle d'un médecin qui a beaucoup de mal à parler sans une présentation. Je vais parler brièvement de la démence et finir par une réflexion sur l'effet de la pandémie sur la démence. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer avec l'industrie. Et comme je vous disais, je vais aborder 4 sujets. Définir d'abord quelles sont les démences, parce que je crois que c'est pertinent. Qu'est-ce que nous savons de la démence en pandémie? Qu'est-ce que nous avons appris? Que peut nous apprendre ou ce qu'on peut savoir des personnes qui ont qu'est-ce que ça nous apporte sur la connaissance de notre cerveau? Et puis enfin, des réflexions pour vivre ensemble avec des personnes avec démence en pandémie. Je voudrais d'abord rappeler que les démences sont des maladies assez cachées, stigmatisées et méconnues,
Et pour de nombreuses personnes, c'est une partie normale de la vieillesse. Et je vais faire référence à cela à la fin de ma présentation. Et je crois qu'on ne peut pas parler de la démence si on ne reconnaît pas les personnes qui nous ont aidés à la reconnaître. La première, c'était Rita Hayworth, mais dans notre pays, nous avons des grandes figures qui ont osé se montrer. En France, il y a Annie Girardot dans un documentaire qu'elle a signé, qu'elle a filmé, justement sur le moment où on lui annonce qu'elle souffre d'Alzheimer précoce et elle fut filmée pendant toute la durée de sa maladie. Et elle raconte quand un homme vêtu de blanc, il lui dit « Madame, vous êtes malade, vous perdez votre mémoire ». Je pense que ce serait une très belle initiative que l'Institut français nous permette de voir ce documentaire, parce que c'est un apprentissage pour tout le monde. Au Chili, nous avons l'histoire de Paulina Urrutia et Augusto Góngora qui ont osé rendre public l'Alzheimer, et cela nous a aidés à voir beaucoup plus ou beaucoup mieux la démence au Chili. Et quand on cherche dans le monde latino-américain, il y a des figures publiques qui ont fait public leur état. C'est assez étonnant et il y a peu ou rares sont les figures publiques qui ont fait cela dans d'autres pays d'Amérique latine. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est un des principaux facteurs de risque de la démence, c'est la vieillesse, même si ce n'est pas le seul, mais c'est un des principaux facteurs de risque. Et au Chili, nous avons une transition, un vieillissement de la population très accéléré et on peut considérer qu'il y a 200 000 personnes démentes et qu'en 2050, il y en aura entre 550 000 et 650 000. Ce graphique montre quelque chose qui est très parlant en médecine pour comparer les différentes maladies et on mesure combien un trouble de santé peut provoquer de pertes en années de vie. Et ici, on peut voir que l'Alzheimer et d'autres démences, pendant les 2 dernières décennies, ont la plus forte augmentation en pourcentage. Et c'est beaucoup plus grand, une augmentation beaucoup plus forte qu'au cours des années précédentes. Cela va changer avec les maladies infectieuses considérées cause de mortalité. En France, le vieillissement de la population a été plus lent, mais ce sont des maladies prévalentes et on calcule qu'en 2050, il y aura 2 millions de Français qui pourraient souffrir d'un type de démence si cette incidence ne change pas. Et c'est la deuxième maladie qui provoque plus de crainte après le cancer. De quoi parle-t-on? C'est une maladie prévalente importante. Que sont les démences? En médecine, on dit que c'est un syndrome, c'est un ensemble de maladies, pas seulement une seule, qui montre une perte acquise des capacités cognitives qui est associée souvent à des symptômes neuropsychiatriques, des troubles du comportement psychologique. Et on parle de démence quand cela a un impact dans la vie quotidienne et que la personne n'est plus autonome et qu'elle a besoin d'assistance pour pouvoir mener à bien ses activités quotidiennes. Un élément important dans la démence qui n'affecte pas seulement une personne qui aura ces difficultés avec d'autres pathologies médicales, cela provoque un handicap, mais cela peut avoir un effet sur tout son environnement soignant. Et parce qu'on vit la maladie ensemble par rapport à l'autre. On parle d'un deuxième patient quand on parle de la personne
qui prend soin du malade. Il existe de nombreux types de démence. Comment nous en parlons? Je crois qu'il est important de rappeler quelle est la terminologie correcte. Le terme démence sénile n'est plus valable du point de vue scientifique. On n'est pas en train de parler de ce qui est politiquement correct. On est en train de parler de ce qui est correct au niveau scientifique. Pourquoi démence sénile n'est pas correcte au niveau scientifique? Parce que les démences ne sont pas exclusives aux personnes âgées. Il y a des démences chez des adultes jeunes. Et aussi, c'est scientifiquement incorrect d'en parler comme ça parce que ce n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. On estime que 30 à 40% des personnes qui ont plus de 80 à 90 ans ont un type de démence. 50 à 60% n'a pas de démence. Donc, on parle de démence de type Alzheimer ou d'étiologie indéterminée. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne démente? Voici à gauche une personne sans démence. Il y a une population neuronale et le cerveau d'une personne avec démence, avec Alzheimer dans ce cas, il y a une perte de neurones et cela fait qu'il y a un dysfonctionnement, on perd des capacités cognitives. Et en fonction de la région touchée du cerveau, les symptômes sont différents. Et si ce sont des zones qui concernent la mémoire, ça va être des pertes de mémoire, mais on peut avoir aussi des régions qui vont être touchées qui concernent le comportement et on aura des troubles de comportement. Pourquoi les manifestations sont différentes? Pourquoi en fonction de la région du cerveau, les troubles vont être de la mémoire ou du comportement? C'est parce que notre cerveau, et on peut faire une analogie, notre cerveau n'est pas un amas de neurones indistincts. Mais ce n'est pas un tableau de Mondrian ni un tableau de... Notre cerveau est un tableau d'Archimboldo où il y a différentes parties, et chacune avec ses particularités, mais pour que notre cerveau fonctionne, les différentes parties doivent interagir. Et c'est comme ça qu'avec ces visages, à partir de fruits et de légumes, chaque segment a sa particularité. Mais moi, je vais juste voir un visage qui me permet… en fait, que si je ne vois que l'ensemble. Je ne verrai un visage que si je vois l'ensemble. Si j'enlève des pièces de ces légumes, je vais perdre quelques fonctions. Mais le résultat final verra le résultat de certaines capacités altérées. Mais pour que ça fonctionne et que chaque zone doit être en contact et en relation avec les autres zones. Et comme je vous disais, en fonction de où se produit le dommage, où il y a cette perte neuronale, il y aura différentes manifestations de démence. Voici le cas de la forme la plus typique, l'Alzheimer, où il y a cette zone qui est touchée, et ça avec l'hippocampe, donc c'est la capacité d'avoir de la mémoire. Ici, c'est un autre type de démence, la démence sémantique, où les personnes n'oublient pas ce qu'elles ont fait, mais oublient les concepts. Le monde devient vide de concepts. Par exemple, un patient que j'ai dû voir il y a quelques années où ils étaient avec la femme dans un restaurant et elle a demandé « Qu'est-ce que c'est un oursin ?» Il savait très bien ce qu'elle avait fait les jours précédents. Elle pouvait rapporter des conversations, mais peu à peu, le monde a perdu son sens. Maintenant,
Comment est-ce que se manifeste, au-delà des difficultés cognitives, cette démence? Il y aura un impact sur les capacités à réaliser les activités de la vie quotidienne. Il est très important de considérer que ce qui est touché en premier, ce sont les activités les plus complexes, celles qui sont avancées ou instrumentales et qui sont nécessaires pour vivre de manière indépendante, qui demandent de l'organisation, de la planification. Par exemple, prendre un transport en commun, gérer son argent, prendre des médicaments. Et ensuite, ce sont les capacités fondamentales, par exemple la capacité de manger, de contrôler le sphincter. Ce sont des besoins physiologiques fondamentaux. Souvent, ce sont des maladies qui sont sous-diagnostiquées et le diagnostic est souvent tard parce que on dit souvent, c'est normal pour le troisième âge, au troisième âge, d'avoir besoin du soutien d'autres personnes, par exemple, pour prendre rendez-vous chez le médecin ou on considère que c'est normal que la personne ne soit plus capable de gérer ses comptes et qu'elle ne puisse administrer qu'un petit peu d'argent. On dit, c'est normal au troisième âge, c'est normal chez les vieux. Et en fait, ça nous montre une image assez atroce du troisième âge, une image de perte de fonction. Et ce qui est normal au troisième âge, sans pathologie, c'est que finalement, on peut quand même mobiliser ses capacités pour vivre de manière indépendante, autonome. Et nous parlerons ensuite du concept d'indépendance et d'autonomie. Mais savoir s'aider des autres et de l'entourage pour fonctionner. Et quand on pense que ce qui est normal au troisième âge, c'est d'avoir ces besoins physiologiques fondamentaux, eh bien, ça veut dire qu'on associe le troisième âge à une étape de perte de fonction, une étape pathologique. Donc, ce qui est important, c'est rappeler que le troisième âge et voir les capacités qu'on attendrait pour n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel âge. La démence, c'est des éléments qui sont progressifs et, de plus en plus de difficultés s'ajoutent et à la fin, on a des difficultés motrices et au final, les personnes sont complètement indépendantes. Et là, on voit le degré de servilité quand on parle d'institutionnalisation ou d'hospitalisation. Il est important quand on parle de démence de penser systématiquement aux besoins des personnes qui souffrent de démence et des personnes qui s'en occupent. Tous les deux ont besoin d'un diagnostic, d'un accès à des traitements pharmacologiques, non pharmacologiques. Et il y a également des soutiens en ce sens que ce ne sont pas des maladies qui peuvent être résolues uniquement d'un côté, d'une seule façon. Et le secteur de la santé a un rôle relativement moindre par rapport aux démences. Pourquoi? Parce qu'à mesure que la maladie avance, si on a besoin d'avoir un soutien social, d'aide, de psychoéducation, et sinon, il devient très difficile de vivre avec cette maladie. Quels sont donc les défis, les enjeux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Nous devons penser les démences comme quelque chose que nous devons prévenir et voir toutes les étapes jusqu'au soutien en fin de vie. Les enjeux sont prévenir la maladie, soigner et accompagner ou prendre soin de la personne. Comment on s'y prend? Alors, dans notre société et au Chili, jusqu'à il y a peu, nous avons souvent vu ceci depuis l'optique individualiste, l'individu et la personne qui s'en occupe. Et on imagine que ça dépend uniquement des capacités des personnes. Et les soins sont principalement réalisés par la famille. Mais comment on devrait aborder ceci? Eh bien, il faudrait réfléchir à tous les systèmes socio-sanitaires qui permettent de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que vivre avec cette démence ne soit pas une énorme difficulté familiale.
Et c'est ça qui est conseillé au niveau international. Rappelons que le premier pays à mettre en œuvre un plan national de démence, c'était la France. C'était donc des pionniers. Et au Chili, nous avons un plan de ce type depuis l'année 2017 qui est bon, un peu abandonné, car au Chili, tous les gouvernements inventent leurs politiques publiques et il n'y a pas de continuité sur les politiques publiques. Mais voilà, donc si on réfléchit à la réponse que nous devons donner comme société à la démence, eh bien, il ne faut plus se cibler sur l'individu, mais se cibler sur une réponse sociale qui implique les acteurs de la société, de la santé et l'ensemble de la société. Qu'est-ce qui s'est passé avec les démences pendant la pandémie? Rappelons que la pandémie au Chili s'inscrit dans un contexte donné, un contexte très particulier qui était celui des manifestations de quelques mois auparavant. Ces manifestations consistaient à sortir dans les rues, manifester, être ensemble, tous ensemble. Et ce que nous avons vu, et l'un des éléments clés de ces manifestations était que euh, nous sommes sortis dans les rues, des gens qui auparavant peut-être étaient enfermés chez eux et sont sortis dans les rues et on a mis en valeur l'aspect collectif. Et la pandémie a imposé le distanciement physique dans un contexte où justement nous avions réappris à habiter la ville. Et donc, ça, il y a un impact beaucoup plus important sur notre vie quotidienne. Que s'est-il passé avec les personnes qui avaient la démence? Nous n'avons pas beaucoup de données latino-américaines, mais on peut quand même citer quelques données internationales. Les personnes démentes ont été davantage contagiées et il y a eu davantage de mortalité. Ça, c'est une étude assez intéressante, mais assez triste, car ça a été réalisé au Brésil, mais ils ont dû recourir à des bases de données anglaises parce qu'en Amérique latine, nous avons des mauvaises statistiques en- et peu de bases de données pour savoir ce qui se passe au niveau de la santé de la population. Donc voilà, ça, c'était une base de données anglaise qui a servi à cette étude faite au Brésil. On voit que les, les, les démences augmentent de manière significative au niveau des risques de mortalité. Voici une étude qui a été réalisée avec des collègues brésiliens et argentins. On voit que, bon, c'est un peu abscon, ces tableaux, mais ce qu'on voit, c'est que plus la démence était sévère, on voit une augmentation des difficultés. Troubles du comportement, 49% des individus qui avaient une démence sévère et aussi augmentation pour 51% des sujets qui avaient une démence sévère ont eu des difficultés au niveau de la vie quotidienne. Les personnes qui s'en occupaient ont déclaré être plus seules et avoir beaucoup plus de travail. On pourrait se demander, s'interroger sur le paradoxe qui s'impose. Pourquoi y a-t-il un paradoxe en termes de démence et de pandémie? La difficulté principale de la pandémie est justement cette incertitude. Incertitude, ne pas savoir ce qui va se passer à l'avenir, incertitude par rapport à vivre au jour le jour sans pouvoir faire de projets, sans pouvoir planifier. On pourrait se demander, il y a des incertitudes quand on ne peut pas comprendre la pandémie. Et quel est le degré d'incertitude? Comment on pourrait y répondre? Les difficultés des personnes qui ont la démence pendant la pandémie nous montrent que l'autre impact de la pandémie n'est pas seulement de gérer cette incertitude, mais aussi et surtout d'avoir à gérer la disruption
brutale, totale de nos routines, de nos programmes, de notre quotidien. Et l'une des principales capacités de notre cerveau est justement cette possibilité de l'adapter, d'être flexible. Et on pense toujours, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Il y a différentes formes de voir ce qu'est l'intelligence. Mais l'une des bonnes définitions, et ce qu'on propose depuis les neurosciences cognitives, c'est que l'intelligence, c'est cette capacité de comprendre que le milieu est différent et que je peux être flexible et m'adapter et adapter mes comportements au contexte. Et ça, c'est justement ce qui ne fonctionne pas pour les personnes qui souffrent de démence. Elles perdent cette capacité de flexibilité et c'est pour ça peut-être que la pandémie a été tellement difficile pour les personnes démentes. Es más difícil la capacidad de adaptarse. Por cierto, hay que considerar parce que cela leur demande justement ce qui est plus difficile, la capacité de s'adapter. La capacité de s'adapter n'est pas privative des personnes avec maladie. On peut avoir la possibilité de s'adapter même si on souffre d'une dysfonction cérébrale. Et pour finir, et quittant un peu le mode médical, pourquoi je dis cela? Parce que les médecins en général, nous essayons de parler du point de vue de ce qui se base sur l'évidence et non pas en fonction de nos valeurs. On ne prescrit pas des médicaments parce qu'on pense qu'ils sont bons ou mauvais, mais on préfère tel médicament parce qu'on a des évidences qui montrent qu'ils aident ou pas. On ne donne pas l'ordre de faire un examen parce qu'il est bon ou mauvais, mais parce qu'on a l'évidence qui nous dit si cela sert ou pas. Et ce dont je vais parler maintenant, c'est un peu en dehors du domaine d'un médecin qui soigne des malades de démence. Mais autre chose que nous dit le métier médical, c'est qu'il nous oblige à soigner toute personne, indépendamment de ce qu'elle peut avoir fait, indépendamment de son histoire. Une des obligations des médecins, c'est que les personnes qui demandent une consultation doivent être soignées, même si nous sommes en désaccord moral, par exemple. Et c'est très intéressant parce que cela nous oblige à voir chez l'autre, d'abord le respecter, indépendamment si on est d'accord ou pas avec sa façon de mener sa vie. Et cela nous oblige à respecter tout ce qui est intrinsèquement humain chez toute autre personne, indépendamment de toute autre caractéristique. Et la démence montre ou peut nous apprendre justement à voir la société, le monde et à réfléchir comment y faire face. Tout d'abord, un élément important que je vous disais tout à l'heure, je crois que les démences, il faut les reconnaître, les diagnostiquer. Cela a à voir avec la valorisation qu'on fait de la vieillesse. Nous avons reconnu que des personnes âgées gardent toutes leurs capacités dans la vieillesse et à ce moment-là, on peut faire des diagnostics. Una etapa en que hay pérdida total de las funciones, pérdida de las capacidades cognitivas, no vamos a diagnosticar la demencia como un trastorno de salud. Y esto lo menciono porque... Et cela, j'en parle parce qu'il peut y avoir un discours qui dit que nous sommes en train de faire un patron de ce qui est normal. Je dirais qu'on n'est pas en train de faire un patron de ce qui est normal. On est en train de montrer l'hétérogénéité de la vieillesse quand on fait le diagnostic de démence. Mais les démences nous parlent aussi de quelle est la place de la fragilité et David Le Breton en a parlé dans sa présentation. Nous vivons la pandémie et cela nous a fait penser que nous sommes interdépendants. Et dans ce monde, nous avons tendance à nous différencier des handicapés ou de les considérer comme des personnes différentes à nous. Et nous,
ceux qui pouvons, ceux qui avons du pouvoir. Et je voudrais citer une phrase de Italo Calvino. La frontière entre les hommes du Cotolengo et un homme dans le Cotolengo, il y a des votants qui sont handicapés et à un moment donné du livre, il dit, et il faudrait qu'on l'enregistre cette phrase, la frontière entre les hommes du Cotolengo et les saints est déjà incertaine. Qu'est-ce que nous avons de plus qu'eux? Des articulations un peu plus douces, un peu plus d'harmonie dans les proportions, un meilleur comportement pour convertir nos sensations en pensées. C'est pas grand-chose comparé à ce que eux et nous pouvons ne pas faire, pouvons faire ou savoir. Cette situation nous oblige à concevoir et à ne pas oublier la fragilité et la dépendance. Et nous devons concevoir la dépendance comme quelque chose de continu, quelque chose de continu à partir de ce que nous vivons dans l'illusion de l'indépendance, où nous vivons dans l'illusion que nous ne dépendons pas des autres et que la pandémie et la crise climatique nous montrent le besoin de penser aux autres et de penser à notre dépendance et à la dépendance de l'environnement de façon continue de la part des indépendants, entre guillemets, jusqu'à la dépendance des personnes qui sont démentes. Et peut-être qu'une des caractéristiques de la dépendance des personnes démentes, c'est qu'ils ont oublié ou perdent la capacité de se savoir dépendants. Et c'est ce qui rend difficile peut-être de vivre avec la démence, parce que je ne suis pas capable de me rendre compte de mes limitations. Et je crois que dans le moment que nous vivons en tant que pays, peut-être qu'un des axes qui doit être composant, c'est de mettre la cohabitation sociale comme un axe de la vie en société et de nous rendre compte à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous sommes dépendants. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas cela, je pense que nous allons continuer à construire des sociétés où le respect vers autrui sera fragile. C'est une initiative très intéressante qui apparaît en France, qui s'appelle Relions-nous, un livre avec de nombreux auteurs. Et ce livre est né dans la Constitution, il se base dans la Constitution de l'an 1, et il s'agit de mettre un axe de la société, de vivre ensemble l'interdépendance dans la société. Et je crois que c'est une réflexion qui part de différents domaines pour essayer de penser à concevoir et construire des sociétés qui considèrent à quel point nous sommes dépendants les uns des autres et à quel point c'est fondamental pour continuer à avancer. Et c'est ce que je voulais dire. Les démences, au-delà de l'aspect médical et de la problématique médicale, je pense qu'elles sont, comme la pandémie, un rappel obligatoire de qui nous sommes, de penser à notre fragilité et pas seulement la fragilité en tant qu'une propriété de certaines personnes seulement, mais quelque chose qui est intrinsèque à nous tous et de ce que nous sommes. Merci beaucoup, Andrea, pour ta présentation. Nous allons maintenant donner place aux questions. Je vais commencer par quelques questions sur ta présentation, en particulier le thème de la fragilité, quelque chose que nous avons vu au début de la pandémie. Et si on prend le classement de l'OMS, les personnes âgées, pour les personnes qui avaient plus de 60 ans, la recommandation était de rester chez elles. Et de ce point de vue, pouvons-nous considérer
toutes les personnes ayant plus de 60 ans comme des personnes ayant la même fragilité? Si on prend le dernier point de ta présentation, est-ce qu'ils sont tous aussi fragiles? Et une autre question, c'est comment mesurer la fragilité? J'ai vu des vidéos d'un autre projet que tu diriges et justement, ton collaborateur parlait de la difficulté de mesurer la fragilité mentale. Il en existe pour le corps, mais pas pour le cerveau. Qu'est-ce que tu en dis? En général, partout, il y a eu des mesures de confinement obligatoires basées sur l'âge. Ça n'a pas beaucoup de fondement scientifique parce que le principal facteur de risque n'est pas tant l'âge, mais l'état de santé. Et il y a aussi un problème éthique. C'est vrai que chez les personnes âgées, il y a plus de chances de tomber malade, mais il y a une hétérogénéité très importante dans cet âge. Et ça n'a pas beaucoup de sens de considérer l'âge comme facteur de risque. Au-delà du problème éthique de désigner un certain groupe, on ne peut pas dire non plus « je décide par moi-même ». Ce même débat a eu lieu en France et c'est très intéressant en France ce qui s'est passé. À un moment donné, on a pensé, quand c'était au moment les plus graves, on a pensé aussi à donner des confinements plus longs pour les personnes âgées et ça n'a pas été accepté parce que c'était justement anti-éthique. Et un des arguments est qu'on disait que la fragilité, c'est quelque chose à protéger, à prendre soin, mais pas pour discriminer. Et si on pense aussi à ce qui concerne l'âge, l'étude où Gonzalo Mena et d'autres participent, le principal facteur de mort en France se trouve non pas dans l'âge, mais dans le facteur socio-économique. Et il y a une étude qui est apparue il y a quelques années de mortalité au Chili et la différence de l'espérance de vie peut être, l'écart de l'espérance de vie peut être de 12 ans dans les communes en fonction du quartier et du niveau socio-économique. On pense ici toujours à l'âge, mais c'est le niveau socio-économique qui est plus pertinent. Et pour provoquer peut-être, il aurait peut-être fallu confiner tous les pauvres pour pas qu'ils meurent, parce ils courent plus de risques. Donc, les riches pourraient continuer à vivre leur vie et les pauvres, on devrait les enfermer chez eux pour pas qu'ils meurent, mais il faudrait leur donner des petites maisons plus grandes. On l'a fait avec les vieux, on ne l'a pas fait avec les pauvres. C'est une étape hétérogène et très hétérogène. Et nous apprenons à mesurer la fragilité physique est mesurée avec des indicateurs et on ne connaît pas encore trop par rapport à la capacité cognitive. On est encore loin, mais on peut diagnostiquer les démences au moins. Et la limite entre les conditions normales et anormales, et on a encore beaucoup à découvrir, à connaître au niveau de cette connaissance. En ce qui concerne ces réalités socio-économiques que nous pouvons voir, il y a des facteurs dont tu as parlé dans ta présentation, comme le facteur de risque cardiovasculaire associé à la démence. Mais comment est-ce que le niveau d'étude des personnes ou d'autres aspects socio-économiques affecte-t-il les démences? Par exemple, l'alimentation. Est-ce que c'est un facteur? Nous en avons parlé au début de cette table ronde nous avons parlé de l'obésité. Dans le cas du COVID, ça a été un facteur de comorbidité important. Mais comment est-ce que ces possibilités d'alimentation, d'éducation, accès aux connaissances peuvent-ils avoir une influence sur le développement des démences?
Pour moi, le cerveau, c'est un peu comme un ballon avec toutes ces neurones qui interagissent. Et ce ballon, cette boule, peut arriver au troisième âge plus ou moins gonflé. De quoi ça dépend? Ça va dépendre d'abord des premières étapes de la vie qui ont trait à l'éducation, qui est cruciale. Et il y a des études sur le coût cérébral de la pauvreté sur des enfants qui sont élevés dans des milieux très, très difficiles, avec beaucoup de privations en termes de nutrition, accès à la nutrition, contact social. Et bien, on voit que le développement cérébral est vraiment négativement touché. Et au-delà de cela, l'expérience de vie de chacun va avoir une influence sur ce ballon. Comment fait-on travailler notre cerveau et aussi le facteur de risque cardiovasculaire? Et là, eh bien, l'alimentation joue un rôle clé, c'est un facteur crucial. Par exemple, l'obésité est un facteur de risque très important et il en va de même pour tous les facteurs de risque comme la tension élevée, le diabète, etc. Ce sont des pathologies inégales qui touchent plus particulièrement les personnes avec moins de ressources, moins d'éducation. Il y a beaucoup plus de risques. Et aussi, les inégalités se creusent car le coût essentiel des démences est pris en charge par les familles. Et lorsque les démences touchent des personnes plus défavorisées, eh bien, l'impact est beaucoup plus lourd que pour les familles plus aisées. Dans nos sociétés, les soins sont pris en charge par les familles. Il n'y a pas de sociabilisation de ces soins. Merci beaucoup. Dans un entretien que tu as fait il y a quelques jours, tu as parlé du coût pour maintenir une personne chaque mois et ça peut coûter environ 7 000 $ par mois de prendre en charge une personne atteinte de démence. Et ceci est associé à des coûts indirects. Les soins qui souvent sont donc les femmes s'occupent de ces personnes. Comment est-ce que ce plan national de démence dont tu as parlé il y a un moment et l'apogée et l'apparition du programme GES, est-ce que ces systèmes contribuent à résoudre la problématique? Quels sont les outils que vous, les médecins, vous pensez qui sont nécessaires pour que ces programmes soient efficaces, qui prennent soin de la population touchée par ces maladies? Bon, d'abord, par rapport au programme AOG, alors, le programme national de démence est une politique publique où l'on propose un ensemble de mesures qui vont au-delà de mesures médicales et qui ont été mises en place par le ministère de la Santé. Donc, les mesures sont essentiellement liées à la santé. Alors, le programme OG établit un certain nombre de garanties, mais on ne parle pas des ressources pour mettre en œuvre ces garanties et pour assurer. Donc, amélioration de diagnostic, enseignement et formation des personnes qui s'occupent des malades. Donc, meilleures ressources humaines, augmenter les capacités des soins primaires et des soins de spécialité. Et l'un des problèmes, c'est vraiment difficile à mettre en œuvre. Et l'une des limites qu'a rencontré la mise en œuvre du plan national de démence, et c'est pareil pour beaucoup de politiques publiques, eh bien, ce sont des publics qui sont sectorialisés. Alors que les réponses aux maladies chroniques devraient impliquer différentes parties prenantes et pas uniquement un secteur. Donc, la santé, le social, c'est-à-dire pour que les soins ne dépendent pas uniquement des capacités des familles, mais, et ça a manqué, l'intégration entre différents acteurs. Et l'impression que j'ai quand je parle avec
les décideurs. Et pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, c'est parce que l'État ne comprend pas que les problèmes sont complexes et l'État pense que chaque secteur peut seul agir de manière indépendante. Pour revenir à la question de l'alimentation, eh bien, on peut par exemple prescrire à une personne manger plus sainement, mais si l'accès à des aliments sains est impossible parce qu'ils sont chers, alors quelle est l'utilité de recommander aux gens de manger sainement? Si on dit aux gens, allez marcher, faites de la randonnée, mais s'il n'y a pas d'espace vert dans leur ville, comment vont-ils faire? Et les démences nous font penser à la fragilité, mais aussi au fait que les problèmes sont complexes et vont demander l'intervention de différents acteurs et différentes parties prenantes. Et donc, il faut vraiment envisager les problématiques depuis différents domaines. Et ça, c'est vraiment difficile. Mais si on ne le fait pas, on va toujours regretter. Oui, en ce sens, ce dont parlait le recteur dans son introduction, eh bien, nous espérons que que ça va changer. Le Chili est l'un des pays les plus exportateurs de fruits et c'est vraiment étonnant que notre population ne puisse pas consommer des fruits alors que nous sommes l'un des premiers producteurs du continent. Il en va de même pour les espaces publics. Moi, je travaille à La Pintana. Si on compare avec Vitacura, et on en a parlé lors du premier cycle, les gens de La Pintana ont 2 mètres carrés de zone verte, alors qu'à Vitacura, c'est 27 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc, il y a une différence énorme, un fossé énorme en termes de- d'accès aux espaces verts. Parmi les questions du public, Sophia nous pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une démence après une phase de dépression? C'est ce qui est arrivé à la grand-mère de Sophia. Alors, d'abord, bon, il y a différents facteurs de risque et les troubles de santé mentale sont l'un des facteurs de risque. C'est vraiment difficile de répondre à cette question si individuelle, mais il faut savoir que les troubles dépressifs chez les personnes âgées peuvent être dus à différents facteurs et les troubles dépressifs peuvent être la manifestation initiale de la démence. Donc, c'est assez difficile de savoir car ça peut se traduire par des changements comportementaux qui semblent dépressifs, mais ce n'est pas vraiment des dépressions comme celles que l'on peut comprendre du point de vue de la psychiatrie. La dépression, tout comme les démences, peut avoir différentes étiologies. Et cela va dépendre du type de dépression dont on parlait, hein. Les symptômes en médecine ne sont pas spécifiques, car les handicaps peuvent être dus à différentes étiologies, différentes causes. Les symptômes de dépression peuvent être dus à des multiples étiologies. Donc, la difficulté, c'est justement c'est d'essayer de trouver une cause et une cause réversible. Merci beaucoup. Donc, c'est un thème multifactoriel. Et donc, pour conclure ces conversations, est-ce que la pandémie a, d'une certaine façon, donné l'occasion de voir, comme on disait au début de cette journée, les mêmes problèmes à différents endroits? Tu parlais d'une étude avec d'autres groupes latino-américains et nous voyons cette semaine les problèmes générés chez des enfants chinois, canadiens et latino-américains à cause du manque de lumière dans leur rétine par manque de vitamines et les problèmes qui sont générés dans des études comparées. Du point de vue des démences, qu'est-ce que vous faites dans Hieru et comment, de cette perspective de l'étude, vous posez la connaissance et profiter de cette situation pour apprendre plus de ces processus qui, d'une certaine façon, sont mondiaux, comme la démence? Dans Hieru, nous
Nous suivons des gens qui ont des problèmes de mémoire et nous voyons leur pronostic associé à cette perte de mémoire en termes de possibilité de présenter sur le long terme perte de fonctionnalité et augmentation de la démence. La pandémie nous a obligés à nous adapter et ça va être une des variables. Le grand défi maintenant a été, ça a été un grand défi pour les équipes de recherche qui travaillent avec des personnes, c'est comment ne pas interrompre tous nos travaux à cause de distancement physique. Nous faisions beaucoup de visites à domicile que nous avons dû cesser pendant une période longue. Nous continuons à réunir des données malgré la pandémie. Est-ce que la pandémie va impliquer plus de risques pour développer des démences? On ne le sait pas. On considère aussi que ce sont des maladies dont le résultat est une accumulation de facteurs de risque au cours de la vie. Et nous ne pouvons pas savoir si 2 ans de changement des routines vont se traduire par une augmentation du risque. Cela va dépendre de ce qui va se passer après aussi ou de ce qui s'est passé avant. Mais une autre chose qui est importante, c'est que la COVID a des manifestations neurologiques et cela va marquer et laisser des séquelles neurologiques et psychiatriques chez de nombreuses personnes. Et là, on approche une autre limite de notre système. Et je vois Monica ici. C'est une autre limitation justement de la médecine physique, de réhabilitation du point de vue physique. Et on oublie la tête. Et on le voit dans des traumatismes et on doit apprendre à faire face à cela parce qu'on n'a pas une bonne capacité de réhabilitation cognitive ou des symptômes neuropsychologiques. Et une des séquelles importantes, c'est les troubles neuropsychiatriques et cognitifs. Donc, il faut... Bon, est-ce que ça va augmenter ou pas le risque de démence? On ne sait pas. On pourrait avoir tendance à penser que 2 ans, ce n'est pas beaucoup dans toute une vie. Ça va dépendre de comment on était avant. Mais le défi va être de faire face aux séquelles de COVID, la quantité de gens avec des séquelles. Et on y réfléchit. Mais je crois que tous les troubles cognitifs associés à des personnes qui ont souffert de COVID vont avoir des troubles importants. Merci beaucoup. Donc, il faudra qu'on en rediscute alors quand on saura effectivement comment la COVID a fini par affecter ou pas ce type de maladie qui touche la population dans différents endroits. Donc, ce matin, nous avons pu échanger depuis un regard sociologique et anthropologique et de la neurologie et la neuroscience et avec Andrea Slaszewski, maintenant je l'ai bien dit, et des effets de cette pandémie à différents âges de la vie. C'est une conversation très intéressante. Et avant de mettre fin, je voudrais remercier l'équipe humaine qui est derrière cette transmission avec le vice-rectorat de communication et les traductrices qui sont Juliette Rue et Claudia Iglesias. Et je vous invite donc à la deuxième table de réunion, la vie quotidienne en pandémie, le 24 juin, 9 h de Santiago, 15 h de France. Merci beaucoup et merci d'être présent et de nous avoir accompagnés dans ces conversations du cycle pandémie, certitude et incertitude. Et pour vous tous, bonjour à tous. Merci beaucoup, Andrea, et à toute l'équipe. Jusqu'à la prochaine fois et jusqu'au 24 quand nous nous retrouverons à la deuxième table. Merci beaucoup. Au revoir.